Allez, bonsoir à tous. Donc, heureuse d'accueillir Déborah Baumann, avec 2 N. Débit pour les intimes ou pas encore? Pas, non. Donc, un nom féminin, 2 garçons. Donc, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Donc, ils sont les artistes invités de nos années 2 pour ce premier semestre. Mais ils sont là ici ce soir pour nous présenter leur travail personnel d'artiste. Et bienvenue aux personnes extérieures à l'école, enfin en tous les cas, ceux qui ne sont pas étudiants. On est très heureux de vous voir parmi nous. Donc vous êtes rencontrés aux Beaux-Arts de Bordeaux en 2008, où déjà votre pratique à tous les deux était tournée vers des formes liées à l'exposition dans des lieux alternatifs, notamment vos appartements. Et c'est là que vous avez commencé à travailler ensemble. En 2014, donc 6 ans plus tard, vous avez souhaité affirmer une pratique collaborative. Donc je reprends vos propos. Nous voulions créer un contexte nous permettant de développer une pratique artistique collaborative. Nous voulions penser un espace d'exposition qui soit une œuvre d'art totale et collaborative, une sculpture étalée dans le temps. Et c'est là que vous avez créé donc l'entité Déborah Baumann. Donc je reprends vos propos encore. L'idée en créant l'entité Déborah Baumann était de lier des problématiques économiques à une réflexion artistique et de les fusionner dans une forme hybride, un trompe-l'œil d'espace commercial dont le visage serait changeant au gré des expositions. Donc la frontière entre vos vies privées et le travail n'est pas toujours discernable. Une de vos préoccupations est aussi celle du faux semblant, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'en parler. Entre fiction et réalité, le spectateur est face à cette indétermination. Ce trouble est constant dans votre travail. Et il me semble que ça parcourt un peu vos 10 années, on va dire. Donc vous enfilez des costumes d'artistes et ou d'entrepreneurs et ou de producteurs. Ce soir, vous êtes artiste, entrepreneur. Là, c'est le costume traditionnel, ouais. Artiste, le costume qui fait tout. Le costume qui fait tout. Et vous parcourez le monde, entre guillemets. Déjà à votre actif, beaucoup d'événements ou d'expositions. Je ne sais pas comment les nommer. On verra ensemble s'il y a un statut particulier pour vous qui définit vos prestations. Un catalogue déjà très riche, un objet artistique en soi, donc qui vient de sortir pour ces 10 années de parcours déjà. Pour les étudiants, il est à la bibliothèque. N'hésitez pas à le consulter. Pour l'instant, on ne l'emprunte pas, mais vous pouvez le consulter à la bibliothèque. Personnellement, je ne peux m'empêcher de penser au duo zurichois Peter Fischy et David Weiss, qui ont commencé leur collaboration dans les années 80. Aujourd'hui, interrompu depuis la disparition de David Weiss en 2012. Le duo, bien sûr, une certaine posture aussi par rapport au monde de l'art, me semble-t-il. Les costumes, les sculptures, les installations, la manière d'arpenter le monde, le réel, tout en étant dans une fiction continue. Je pose des questions, hein. Oui, mais en effet, c'est bien. Oui. Ça fait partie des gens qu'on regardait énormément lorsqu'on s'est rencontrés aux Beaux-Arts. Et c'est à travers ces figures qu'on s'est rendu compte de nos affinités aussi. Donc, en effet. Et l'ironie ou l'humour aussi? Oui, certainement. Et on regarde encore énormément leurs travaux dès les plus anciens et on se retrouve énormément dans leurs travaux, en partie par rapport à la manière dont ils travaillent autour de l'humour et leur humour artistique assez particulier dans lequel on se retrouve. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, de nous faire partager votre travail au-delà de votre présence auprès des étudiants. Donc il y aura un temps de questions, mais voilà, après vous... On va commencer, on va lancer une petite vidéo. Ça marche, ouais. On va lancer une petite vidéo de présentation et après on... Voilà. Et juste pour information, donc jeudi prochain, même heure, même lieu, nous avons Laetitia Bado, qui est l'artiste invitée pour les années 3, qui viendra faire une conférence. Et encore celui d'après, après ça se calme. Donc on a Damaris Pan aussi, peintre, qui sera l'artiste invité donc des années 2, au semestre 2, donc après
les Déborah Baumann. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'invitation aussi. On est très content d'être là. Lumière. Fondée en 2014 par les artistes Amaury Dorel et Victor Delestre, Déborah Baumann est une identité hybride dont une des principales aspirations est de repenser la figure de l'artiste en proposant un système d'échange entre une identité artistique et un espace d'exposition. Développant une narration autour du nom d'une galeriste fictionnelle, il s'agit pour Amaury Dorel et Victor Delestre d'agir comme employés et représentants de cette firme imaginaire, proposant de facto un modèle de l'artiste en tant que travailleur. Commissionnant des expositions dans leur galerie et produisant des œuvres sous le même nom de Déborah Baumann. L'idée pour ce duo est de penser une articulation entre une pratique d'atelier et une pratique curatoriale en étroite relation. La nébuleuse Déborah Baumann consiste dans la fusion des espaces et des esthétiques propres à la galerie d'art et à la grande distribution, en la réunion des liens tacites existants entre le monde de l'art et celui du commerce. Les deux artistes procèdent à des gestes d'appropriation et de distorsion des codes propres à ces deux espaces. Depuis les vocabulaires esthétiques jusqu'au système économique en passant par les modes de communication, il s'agit pour eux de manipuler ces systèmes de signes comme des matériaux à remodeler, des normes à sculpter. Déborah Baumann promeut ainsi le développement d'un contexte et de modes d'exposition alternatifs, autant pour les artistes et designers de différents horizons, qu'ils invitent et avec qui ils collaborent dans leur espace d'exposition bruxellois que pour eux-mêmes. En tant que producteurs, agissant sous le nom de Déborah Baumann Studio, les deux artistes ne réalisent pas à proprement parler de sculptures, mais plutôt des présentoirs qu'ils confectionnent tantôt pour les artistes qu'ils invitent, tantôt pour des magasins. Comme une mise en perspective de leurs réflexions, ils produisent des formes dont le statut hésite entre matériel de promotion et sculpture, s'adapte aux différents contextes du monde du commerce et du monde de l'art. Il s'agit pour Amaury Dorel et Victor Delestre de questionner les modes de production et d'exposition traditionnels en rapport avec la société contemporaine et les réalités économiques et idéologiques, dans une posture à la fois critique et humoristique. Embrassant ainsi les activités de direction d'entreprise, de commissariat d'exposition et de set designer, mêlant sculpture, installation et performance, les deux artistes proposent une forme renouvelée d'art total, où chaque élément devient potentiellement œuvre,
s'intégrant à un paysage d'autres éléments. Deborah Bovman a lancé en 2014 à Amsterdam dans un squat, mettant ainsi en scène une galerie commerciale dans un espace vacant sans eau ni électricité, ancienne cuisine d'un bâtiment industriel. L'ambition est alors non seulement de jouer avec l'idée et le concept de galerie d'art, mais aussi de penser une œuvre à l'échelle d'un espace, une sculpture durable et vivante, permettant aux deux artistes de travailler à partir de systèmes divers de collaboration, entre nous et avec les artistes invités. Deborah Bovman produira 5 expositions dans ce lieu: Blue Curtain, Black Coffee, Suspended Good Delicatol, Noblesse oblige, L'homme nu, The Descended Numbers. À la suite d'une grande tempête, le lieu sera totalement détruit en 2015, mettant fin à ce programme d'exposition. À cette occasion, les deux artistes présentent l'exposition Grand Salon, une vaste rétrospective anachronique sur le mode de la foire industrielle, proposant de nouveaux systèmes d'assemblage et de présentation à partir de l'ensemble de leurs expositions collaboratives passées. En 2015, Deborah Bovman s'installe à Saint-Gilles, au cœur de la capitale européenne, et ainsi s'ouvre un second chapitre de la grande épopée de Deborah Bovman, qui débutera avec l'exposition Everything You Need to Bring Bathroom to Washington. Tango Challenge. Starting Over and Failing Again. Les fausses dents du prince. De Gustibus et Coloribus, une dispute en dôme. Option. White Sun Greatwood. The Office of Gravitational Document. Mystery Lady and Pig Lady. Welcome back. Skid Excar. Frais de chaussures. Learn from yesterday, live for today, look to tomorrow, rest this afternoon. This is a love song. Aggiornamento. Breaking news. Who worry better? Cerise sur la déco. Palmstrom. Le Trogloxène. Verdant. Et actuellement visible jusqu'au 28 mars, The Magician and the Love, une exposition en collaboration avec Jamie Fitzpatrick. Crooked Position. Talking Ballonnet. The Joy of Painting. If these wise could talk, they would cook and go back to bed. Parking Virage. Rework O'Clock, qui marque le dernier projet dans leur espace d'exposition bruxellois en juin 2022. C'est aussi le début d'un nouveau chapitre de leur pratique artistique qui se concentre désormais sur des projets curatoriaux, scénographiques et sculpturaux dans différentes institutions et galeries internationales. En parallèle à ces expositions, Deborah Bovman répond à des commandes diverses, endossant ses diverses facettes, en produisant le magasin Andrea Cruz par exemple, et participe à des expositions hors les murs telles que Grand Bakery,
Back in 10 minutes. Easy come, easy go. Les bons sentiments. Grand confort. Concept, options et autres pantalons. Les Warner Coren and Guest. La part du gâteau. Grand Salin, Deborah Bowman and Guest. Salin de Normandie. The Spectacle of Our Lives. Le Club du Poisson Lune. Festival Extra. Édition 2021 à 2022 et 2023 au Centre Pompidou. Office Nutshell. Atlas Export. Alias. Ideal West. Bon. Merci. C'est un petit peu décousu, la vidéo, comme vous avez pu remarquer. Mais oui, voilà, on a voulu faire une vidéo de présentation dans un style assez académique. On aime bien suivre les règles, les normes quoi, du monde de l'art en règle générale, quoi. Et on va justement s'appuyer un petit peu sur l'édition qu'on vient de sortir à l'occasion des 10 années de notre collaboration. On va naviguer à travers l'édition pour parler de quelques projets qui sont des projets clés de notre collaboration et qui sont peut-être ceux qui sont les plus actuels aujourd'hui. Et au cours de cette présentation, n'hésitez pas à nous poser des questions et vous pouvez nous couper, aucun problème. Voilà. Du coup, oui, le catalogue est construit justement sur un peu un mode chronologique. Comme tu l'as présenté tout à l'heure, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Bordeaux. Donc on a étudié entre 2008 et 2012. Après ces études aux Beaux-Arts, on est parti chacun faire un autre master. Moi à Amsterdam, Amaury à Glasgow. Et je te paraphrase complètement. Mais on a commencé à distance à se poser la question de mettre en place un projet commun, qui puisse réunir nos pratiques, nos intérêts, et qui ne soit pas seulement juste une collaboration, mais vraiment une forme de nouvelle entité artistique qui s'est finalement appelée donc Deborah Bowman, et qui a commencé à Amsterdam, puis s'est déplacée à Bruxelles. Et tout au long de ce projet, et à Amsterdam, puis à Bruxelles, les dimensions d'intimité, notre vie privée et tout ce qu'on donnait à voir à notre public, aux spectateurs, devenait un peu une seule et même chose, quoi. C'est quelque chose qui est assez important dans toute l'histoire du projet Deborah Bowman. C'est comment des problèmes, disons, pratico-pratiques sont devenus partie intégrante du projet artistique. Oui, en fait, ça commence même donc lorsqu'on décide de collaborer ensemble et lorsqu'on décide que cette collaboration va prendre une forme hybride, c'est-à-dire qu'on va non seulement collaborer en tant qu'artiste sous un nom fictif, donc le nom de Deborah Bowman, mais aussi ouvrir un lieu sous ce même nom, on a envie de se saisir directement artistiquement de toutes les questions qui sont un peu relatives au fait de lancer un espace d'exposition, d'être des entrepreneurs de l'art en quelque sorte, et donc du coup de jouer avec ces codes de l'entrepreneuriat. En fait, tout le caractère, un peu la base minimale du fait d'entreprendre quelque chose de cet ordre-là. On avait envie que ça devienne des matériaux avec lesquels on a construit notre pratique. Donc non seulement notre représentation, le lieu en lui-même, les modèles de communication. Donc lorsqu'on nous voit en roller à Amsterdam distribuer des flyers, c'est ça. Et ce qui est un peu relatif au fait de tenir une galerie ou un magasin, parce que là aussi le statut de l'espace était un peu ambigu volontairement, mais les listes de prix, les price lists devenaient aussi des objets d'art. Et en fait tout ce qui est composé un petit peu, le socle minimal d'une entreprise comme celle-ci.
et donc le socle aussi minimal de notre vie à nous, c'est-à-dire donc lorsqu'on a commencé à construire ce lieu qu'on a construit de toutes pièces dans un squat, dans une ancienne cuisine. Donc il faut aussi imaginer ça, c'était aussi ça, jouer avec ces codes-là, c'était en relation avec ce lieu qui fonctionnait sans eau, sans électricité. Sans rien. Quasi, ouais, aux panneaux solaires, et en fait ça nous a intéressé aussi d'avoir une esthétique comme ça, assez corporate, qu'on mettait en place de toutes pièces, mais qu'on crée d'une manière assez punk et assez... là aussi où c'était une réelle fiction en elle-même. Et donc cette base minimum aussi de notre vie personnelle, c'est-à-dire la première chose qu'on a dû faire en arrivant dans ce lieu, en dehors de créer l'espace d'exposition, c'était se construire une chambre et des lits. Donc la première exposition qu'on a faite, c'était notre chambre, en fait, qui s'appelait Blue Curtains Black Coffee. Donc on a créé notre chambre directement dans l'espace d'exposition, et on a invité certains artistes, enfin un certain nombre d'artistes, à collaborer à l'élaboration de cette chambre qui était un peu entre une chambre et un showroom. Donc dans l'idée que ce soit un showroom intime, en fait, ça c'est une idée qu'on a continué à garder avec nous plus tard à Bruxelles, mais l'idée d'un showroom, donc d'un espace un petit peu idéalisé, qui finalement est détérioré par notre usage. Donc, parce que du coup, on dormait évidemment tout le temps de l'exposition, on dormait dans ces lits, donc des moments où la galerie était ouverte, et il se trouvait que Amaury ou moi-même dormions un petit peu, où on était en train de se réveiller, quoi. Il y a toujours ce truc aussi que je voulais dire quand tu présentais le début du projet. On a fait ces premières démarches d'essayer de reconnaître et d'utiliser certains codes, voilà, du monde du commerce, du capitalisme, aussi du monde de l'art, et de les fusionner un peu comme des bons mauvais élèves, quoi. Donc on prend les costumes, les costards, certains codes, mais on les utilise en pensant bien faire, mais il y a toujours à côté de la plaque ce truc un peu en retard qui est assez important pour nous, ce truc un peu Laurel et Hardy, un peu burlesque sur les bords, en fait, où on veut montrer qu'on a compris comment ça marchait. Ok, un artiste, pour se faire reconnaître, il doit ouvrir sa galerie, parce qu'il ne va pas attendre qu'une galerie le représente. Donc on va ouvrir notre galerie, donc on va mettre des costards en bon entrepreneur, mais il y a toujours ce truc qui ne marche pas ou qui est un peu à côté, qui est une dimension, je pense, assez importante, en fait, dans cette position qu'on prend, qui est assez ambivalente. Voilà, on parle de position critique et humoristique, et en fait, c'est un truc qui est important, c'est de ne pas être forcément dans une forme de critique littérale, ni non plus d'être cynique, parce que comme on fait que dire, c'est des problématiques de vie réelles, quoi. Donc on vit dans un squat, pas avoir d'eau, pas avoir d'électricité, pas avoir de chambre, donc les problématiques de la vie deviennent des sujets de l'art, en fait, et il y a tout cet entremêlement voilà, qu'on appelle art total, mais art et vie, en fait, qui est quand même à la source du projet, quoi, et qui va évidemment plus loin, parce que tout le rapport donc collaboratif et complémentaire qui est présent dans cette première exposition de nos chambres, où on invite d'autres artistes, d'autres créateurs, créatrices, à venir produire des pièces qui complémentarisent cette chambre. Donc il y a toujours cette forme, dès ce premier projet jusqu'à aujourd'hui, où on vient créer ces installations où tout dépend un peu de chaque chose, dépend de chaque autre, quoi, mais qui est composé par d'autres. Et cette idée, voilà, collaborative, finalement, a pour perspective l'idée d'une communauté, quoi, et d'une forme de soutien entre artistes, et parce que on aime bien le voir comme ça, mais voilà, à la base, notre lieu, Deborah Baumann à Amsterdam, puis à Bruxelles, et notre pratique de la sculpture, elle a vraiment cette idée d'être presque des artistes au service d'eux. Et notre galerie, c'était presque une sorte de sculpture au service d'autres artistes, et de nous-mêmes aussi, mais voilà, cette question du service. Oui, c'est-à-dire que donc, dans la première exposition qu'on a vue, c'était une exposition où il y avait un peu toutes les idées toutes les idées qui sont devenues importantes par la suite. L'exposition était, en ce sens, un peu fourre-tout. On a mis toutes ces idées en une exposition.
Après, les expositions, enfin les projets qu'on a pu mener dans le futur étaient plus spécialisés autour de certaines de ces questions, projet par projet. Tout ce travail autour de notre vie, de sa fiction et de sa représentation est devenu plus une trame de fond. Mais on a assez vite voulu réfléchir autour de cette question de la question du présentoir, parce qu'en fait, donc là, finalement, créer un espace, c'est ça, c'est déjà créer un premier présentoir pour d'autres artistes. Et nous, ce qui nous intéressait en tant que sculpteurs, parce que c'est quand même ça, on avait une pratique de sculpture à la base, donc on était quand même assez intéressés par des pratiques liées à l'objet, à la sculpture, mais aussi avec tout ce qu'il y avait, toute l'idée de travail dans l'interstice autour de l'objet, de la sculpture, et donc la question du présentoir, du socle, est devenue centrale, là aussi dans des rapports souvent ambivalents entre sculpture, présentoir de magasin ou présentoir d'art, selon les contextes qu'on crée. Donc, voilà. Et de cette question de présentoir, d'espace d'exposition et de l'espace de la galerie comme grand présentoir, c'est des questions qu'on a vite reconnectées aussi à des questions de spectacularité, évidemment, des questions de théâtre, de mise en scène, etc. Et beaucoup des projets qu'on a fait et à Amsterdam puis à Bruxelles, des lieux où on a toujours eu une vitrine, cette idée de la première image vue par spectatrice ou spectateur de cette exposition, on voulait qu'il y ait à chaque fois quelque chose d'assez différent et d'assez compréhensible en une fois, ou incompréhensible, mais que chaque exposition, voilà, soit dans des rapports un petit peu de contradiction ou de transformation totale, quoi. D'avoir des formes de cartes postales, images comme ça globales assez radicalement différentes. On casse tout. C'est la première exposition à Bruxelles. On ne va pas évidemment parler de chaque exposition, mais en effet, en fait, ce qui a animé notre collaboration et qui est devenu, qui s'est affiné avec le temps, c'est donc vraiment le fait de travailler sur des contextes et de créer des objets pour créer des contextes plutôt que de créer des objets pour eux-mêmes. Donc c'est en ça qu'il y a vraiment un rapport à la sculpture, souvent quand même à l'objet, mais avec in fine surtout une question de création de contexte. C'est pas non plus réellement seulement des installations, enfin c'est vraiment des installations ou des scénographies, mais constituées d'objets autonomes qui peuvent s'extirper de ces installations, mais qui trouvent leurs origines dans des créations de contextes collaboratives. Donc là, c'est dans nos chambres. Donc en fait, à Amsterdam, on vivait donc au-dessus de l'espace d'exposition, dans ce squat, et à Bruxelles, où c'était pas un squat, c'était une location, on vivait dans la cave de l'espace d'exposition. Donc il y avait aussi un changement quand même de position géographique. Mais voilà, là, on voit une image d'une conférence dans nos chambres, parce que donc tout le mobilier de cette chambre, on l'a donc produit aussi, et on organisait voilà, soit des concerts ou des conférences ou des sortes de mini-expositions dans ces chambres, quoi. Il y avait aussi l'idée de prendre chaque paramètre de ce lieu et de notre pratique et des problèmes de vie, se transformant voilà, en un moment de temps en temps de représentation, d'exposition, d'événements, de rencontres. Et c'était ce qui nous a intéressé aussi. Donc en fait, là, c'est un peu comme la première exposition qu'on a montrée à Amsterdam, mais qui devenait une installation quasiment permanente dans nos chambres, une sorte entre un showroom de galerie, parce qu'il y avait tout le mobilier qui était produit par nous, mais un certain nombre de pièces et d'éléments qui venaient d'expositions du passé, et puis toutes nos affaires intimes, nos linges, tout ça qui traînait. Du coup, ce qui nous intéressait aussi, c'était le côté, c'était vraiment une boîte à double fond, la galerie au sens littéral du terme, où il y a un certain nombre il y a quand même pas mal de monde à Bruxelles qui ne connaissait que Deborah Baumann en tant que galerie, certains ne le connaissaient que en tant qu'artiste, et certains comprenaient
ce côté double facette. Et en fait, c'était très physiquement palpable parce qu'il y avait vraiment cette chambre qui était rendue ouverte au public, dans laquelle notre univers se déployait aussi d'une autre manière. Cette question de couche, quoi, de strates, est assez importante, quoi, en fait, sur cette question de degré de lecture. Tu parlais Delphine, de faux semblants. Enfin, c'est en effet complètement ça sur certains points, mais cette idée d'être un peu sur le modèle aussi d'une compagnie, ou je sais pas, un peu opaque, on ne sait pas trop qui c'est, ce qu'ils font. Ça présente bien, mais ils sont pas très nets, quoi. Il y a un peu ce truc-là, de ne pas être trop littéralement compréhensible et d'avoir ces différents degrés de lecture qu'on peut, en effet, cette cave, dans le fait qu'elle soit un peu cachée, un peu dans ce truc un peu boîte à double fond, un peu backstage, un peu le derrière de la scène, sont importants pour nous, quoi. C'était aussi cet endroit d'intimité, un peu authentique, et en même temps mis en scène. Ces questions-là aussi, vraiment de position, Ce projet, il est intéressant aussi parce que donc ça rejoint cette question autour du présentoir, mais en se posant vraiment la question de comment faire des sculptures qui existent aussi dans d'autres contextes et peuvent être montrées peut-être un certain temps dans un contexte artistique, puis pendant un autre temps dans un contexte non artistique. Et en fait, c'est un peu ça aussi tout le projet, c'est comment, à travers un espace et en influant un certain regard sur les choses, le statut de ces objets est variable. Et notre lieu sert à travailler ces questions-là. Et nous, dans notre travail, on a pas mal joué de ça en essayant de devenir des set designers professionnels, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte d'avoir certains clients en dehors du monde de l'art pour lesquels on puisse produire. Donc là, on a produit un magasin pour une marque parisienne qui s'appelle Andrea Cruz, qui est une marque de vêtements artistiques, qui est plus qu'une marque, en fait, qui est une entité aussi hyper intéressante. Et donc, lorsque Andrea Cruz nous a commandé un magasin, son nouveau magasin à Paris, on l'a d'abord... en fait, on a commencé à le produire en se donnant une date d'exposition qui serait un peu une date butoir, où on s'est dit que lorsqu'on arriverait à cette date, on exposerait toute cette production en cours de production et on la laisserait en stand-by et elle serait visible en tant qu'exposition. Donc c'était la production en cours dans notre espace lors d'une expo qu'on a appelée Tango Challenge, où on a invité 2 autres artistes à venir intervenir autour de ces modules, Laurent David Garnier et Michele Rizzo. Et donc voilà, ça c'est un truc qu'on refait d'ailleurs en ce moment un petit peu parce qu'on vient de produire un magasin pour Carrel à Paris, à Bruxelles. Mais voilà, ça relève de notre intérêt d'essayer de faire de la sculpture en s'évadant des modes de production et surtout de monstration traditionnelle. Et avec aussi la réalité économique de qu'est-ce que c'est de faire de la sculpture. Enfin, c'est pas que vendre des sculptures, c'est évidemment. Enfin, il y a aussi ça. C'est dans l'histoire de l'art. Enfin, je vais pas vous l'apprendre, mais ouais, il y a beaucoup de sculpteurs ou artistes qui ont fait des présentoirs de magasins, et c'est aussi quelque chose qui nous intéressait de ce point de vue-là, quoi. C'est voilà, plein d'expos. Après, donc ouais, on a fermé du coup notre lieu à Bruxelles il y a donc 2 ans. Et le projet Deborah Bowman fonctionne un petit peu sur une forme de narration, voilà, assez plus ou moins claire, mais avec des moments, des cassures, un certain rythme et des changements. Et cet espace donc, qu'on a eu pendant 7 ans à Bruxelles, on a un peu fait le tour finalement de différentes possibilités, des choses qui nous intéressaient d'explorer dans le lieu, dans ce lieu de 35 mètres carrés. Et on a commencé en 2021, je pense à 2 studios, à organiser des expositions vivantes, quelque part, de calquer tout ce qui est le rythme et la narration, la temporalité du théâtre ou du spectacle à celui de l'art, de l'exposition plus traditionnelle, art visuel, quoi. En reprenant tout ce qui est mouvement,
dont il y a la temporalité, et aussi œuvre faisant participer plusieurs personnages quelque part, mais avec des œuvres, disons, des œuvres d'art, quoi. Et donc la première fois, c'est passé à Anvers, dans une salle de théâtre, pour le coup, avec gradins, scènes, etc. Et on a invité une vingtaine d'artistes, dont les pratiques allaient de la performance jusqu'à la vidéo, la sculpture, le design, pas mal de choses différentes, qui étaient toutes calées sur un script, sur un scénario, pour le coup sans texte. Et par exemple, toute une journée, l'exposition, quand vous alliez la voir, c'était tout le temps différent. Une sorte de vraiment exposition vivante, quoi, une exposition évolutive. Et on a une petite vidéo d'ailleurs, qui est pas mal. Vidéo, ouais.
Donc ça, c'est une exposition sur 4 jours qui était donc en constante évolution, où en fait, en dehors des expositions qu'on faisait chez nous, où du coup notre travail, au fur et à mesure, il était de plus en plus entre sculpture et scénographie, où vraiment on se mettait à avoir un travail de sculpteur, mais dans l'idée de créer des espaces. On s'est intéressé à l'idée de aussi avoir un travail un petit peu plus immatériel, où là il y a un travail de scénographie qu'on ne voit pas vraiment, mais il y a un travail de composition, donc de scriptage, qui fait vraiment partie de notre création, quoi. Et de plus en plus, on s'est retrouvé aussi à avoir un travail scénographique en dehors de chez nous, dans des lieux d'exposition. Donc là, c'est une exposition au CAPC à Bordeaux, où on a créé une scénographie à partir d'éléments qu'on avait créés auparavant, quoi. Auparavant, ouais. En fait, il y a ça dont on n'a pas parlé, qui est peut-être intéressant. C'est en fait, il y a toute une série de mobilier boisé comme ça qu'on retrouve au fur et à mesure de nos expositions, qui sont, disons, une série en constante évolution et qui parsèment différents projets, comme ici aussi au Centre Pompidou. On a fait une scénographie pour le festival Extra. Dans différentes déclinaisons. En fait, c'est une série qui trouve son origine comme objet premier. Ces lits escamotables qu'on voit là complètement sur la gauche, qui sont en fait liés là aussi à une nécessité, pas seulement celle de dormir, mais en fait, lorsqu'on est arrivé à Bruxelles dans notre lieu d'exposition, on n'avait pas le droit d'y dormir, c'était seulement un lieu d'exposition. Donc le premier truc qu'on a fait, c'était construire 2 lits escamotables pour, si nos propriétaires arrivent, qu'on puisse les replier et que ce soit des trompe-l'œil d'armoire. Donc on les avait construits dans une esthétique un petit peu comme de vieux objets vintage pour que vraiment le trompe-l'œil soit parfait. Et en fer, on les a quand même produits comme des sculptures. Mais ils ont donné naissance finalement à une série assez grande. La première fois dans un centre d'art qui s'appelle La Loge à Bruxelles, où on nous a invités à faire toute une installation à partir de ces lits, en quelque sorte, à partir de ce mode de construction, et ensuite qui a été remontré dans des contextes comme au Centre Pompidou ou au CAPC, ou ici même au Salon de Normandie, où on venait se faire confronter des productions d'objets fonctionnels et d'autres non fonctionnels dans des esthétiques finalement assez différentes. Mais où là, justement, c'était un peu un jeu où les objets fonctionnels qui paraissaient fonctionnels ne l'étaient pas tous, et ceux qui paraissaient non fonctionnels l'étaient parfois. Donc, un certain nombre de lampes en papier mâché, d'objets comme ça. Donc voilà, ces questions autour de l'espace, comme dans la vidéo qu'on vient de vous montrer, ou dans ces projets plus scénographiques, voilà, ce truc de réflexion autour de comment intervenir soit dans un espace, soit lors d'un événement, et d'avoir une production qui est des fois quasiment invisible. C'est aussi quelque chose qui nous intéresse pas mal. Bon, c'est pas invisible là, vraiment, cette moquette bleue et ces rideaux, mais d'avoir toujours ces questionnements autour d'avoir une production qui est là pour une sorte d'intérêt commun, mais de démonstration d'autres pratiques, quoi. Quelque chose qui est hyper important et qui nous a donc évidemment amené à avoir ces projets plus spectaculaires, comme celui d'Anvers qu'on vous a montré en vidéo, qui a amené à un projet plus récemment donc à Bruxelles. Oui, qui est assez lié à tout ce qu'on développe en ce moment, où suite à la vidéo qu'on vient de vous montrer, on s'est un peu concentré sur le fait de créer des objets qui soient des dispositifs
pour accueillir des propositions plus vivantes que ce qu'on faisait à la base dans notre espace d'exposition. Donc là, c'est une installation, enfin les objets scénographiques, les sculptures scénographiques qu'on a produites sont constituées d'enceintes, de dispositifs d'éclairage et sont là aussi entièrement programmées de sorte à pouvoir... Ce qui bug là. De sorte à pouvoir accueillir une collaboration avec une musicienne qui s'appelle Céline Gillin, avec qui on a développé la partie musicale de ce projet. Petit bug. Petit bug. Pas de questions? Ouais, on peut faire des questions. Hein. Alors, est-ce que vous allez pouvoir répondre à une question? Là, je suis là. Ouais. Et débugger en même temps. Alors, là, mais moi, je me posais la question, c'est sur vos deux premiers espaces, à Amsterdam et à Bruxelles. Quelle est l'économie des projets? Je veux dire, tout est autoproduit. Il y a vous invitez des artistes, sont des amis à vous. Et enfin, comment tout ça est financé? Oui, alors en effet, c'est une question qui nous intéresse énormément en plus, donc là, c'est vrai qu'on a été un peu vite, on n'en a pas parlé. Mais c'est pour ça que le projet commence dans un squat aussi, il commence sans aucun moyen. Et l'idée est d'essayer de générer un petit peu de revenus d'une manière qui nous intéresse plastiquement, artistiquement. Donc il y a différentes manières de le faire selon les expositions. Mais il y a des expositions comme ce magasin de chaussures, par exemple, qui est un projet un peu emblématique de cette manière qu'on a eu d'essayer de mélanger une économie, enfin un système économique et une production artistique où il fallait absolument qu'on gagne un peu d'argent. Donc on s'est dit plutôt que faire une expo un peu bénéfice, on préfère faire un magasin de chaussures où toutes les chaussures seraient en vente vraiment prix chaussures, donc entre 50, 100, 150 euros. Et vraiment pas au prix de la qualité de l'objet, mais au prix de la chaussure qu'elle est censée représenter. Donc il y a l'idée d'essayer d'appliquer des systèmes économiques sur des expositions en vue de générer des revenus d'une manière qui nous intéresse. Voilà. Après, donc Amsterdam, on a fait complètement sans aide et complètement à l'aide sur base de ce qu'on vendait. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé à Bruxelles, où il y a beaucoup plus de subventions, on a quand même, au fur et à mesure, eu un certain nombre de subventions qui nous ont aidés à payer le loyer, mais qui ne suffisaient pas à tout payer. Donc l'idée était d'essayer le plus possible, lorsque fallait gagner de l'argent, de le faire à travers des systèmes d'exposition, et là aussi de s'en servir comme prétexte. Un petit peu. De la même manière qu'une des dernières expositions, enfin peut-être si tu veux finir sur le truc économique. Oui, non, c'est ça, c'est qu'on vivait dans la cave pour cette bonne raison que du coup c'était pas cher, quoi. Enfin, c'est aussi comment trouver des solutions de vie et quand on met son intimité et sa santé mentale, etc., un peu en arrière-plan, comme d'artiste. De vivre dans la cave et avoir la galerie faisait ça revenait à 400 € par mois à chacun. En bloc à l'étage aussi, donc c'est aussi ces choses-là qui faisaient que c'était possible, parce que à côté il y avait un atelier aussi, donc voilà. Et tu allais continuer sur... Non, oui, j'allais continuer juste sur ce type de prétexte qui donne lieu à des expositions. Et la dernière exposition qu'on a faite aussi dans notre lieu, où en fait toute la passation à un futur lieu et à l'économie du futur lieu, tout ça a été un peu imbriqué dans notre programme d'exposition. Et il y a eu tout un jeu dans nos dernières expositions sur qu'est-ce que la galerie va devenir ou est devenue. Donc c'est devenu un parking à scooter pendant une exposition. La dernière exposition, c'est les gens qui devaient arriver après
nous, ça devait être une sorte d'espace de coworking. Donc on a créé tout un espace de coworking en papier mâché mais fonctionnel qui s'appelait WeWork O'Clock et qui avait vocation à rester là après notre départ, de sorte à ce que la fin elle soit en quelque sorte un peu floue et qu'il n'y ait pas vraiment de fin d'une certaine manière. Ça répond à la question de l'économie ou... Tout à fait, merci. Et toutes sortes de jobs à côté, évidemment, de régisseurs, de techniciens, de livraison. On a fait pas mal de choses différentes. Ouais. Et puis même en vrai, quand on montrait les projets même de set design ou de design pour des clients en dehors du monde de l'art, l'idée c'était de faire ces projets de manière la plus intéressante possible pour nous, mais on réinjectait toujours cet argent dans l'ASBL, l'association, parce que c'est une asso en fait. Hein. Déborah Baumann, on s'est constitué en association assez tôt en arrivant à Bruxelles, ouais. Vu qu'on avait une partie de la scène artistique de bruxelloise, en fait, on avait quelques amis là-bas, et on a été vite un peu pris par la main et bien accompagné, soutenu, conseillé. Et voilà, donc ouais. Non, mais je garde l'autre question pour le prochain bug. Ok, il n'y en aura pas, normalement c'est bon, j'ai mis un mode sans bug là. Donc, on en était à Maury parlait de cette exposition à Bruxelles, Atlas Export, qui est une suite un petit peu de ce projet à Anvers, dans ce théâtre, avec cette participation de notre part autant sculpturale et scénographique, et même un peu plus. Est-ce que je lance ou tu veux? Non, vas-y. Est-ce qu'il y a du son? Où ça
C'est un petit extrait de cette exposition. C'était une boucle, donc une programmation. C'était une boucle qui durait, là je crois, 3 heures environ. Et donc au sein de ces 3 heures, il y avait des films et des moments comme ça où ça devenait quasiment une fête, l'exposition. Donc c'est ça aussi qui nous a intéressés, qui nous intéresse dans nos recherches actuelles. C'est un peu cet espace d'interstice entre... Et ce caractère vraiment total qu'il y avait dans notre travail qui là prend une nouvelle forme où ça vient vraiment mélanger peut-être plus de disciplines en même temps, avec un rapport à une collaboration avec des musiciennes, des musiciens plus poussés, et mélange comme ça curation, scénographie, sculpture, dispositif, musique, et qu'en fait ce soit pas vraiment clair non plus dans quel espace on se situe, avec quelque chose d'un peu plus nocturne, disons. Ça, voilà, c'est un peu nos recherches en cours depuis 2 ans, en parallèle de plein d'autres projets, mais on a pas mal de projets qui arrivent, qui sont un peu dans cette veine-là, disons. C'est ça, après avoir passé plusieurs années à faire des expositions dans des white cubes, on s'est dit que ces sortes de cubes que les théâtres et les salles de spectacle sont en fait assez intéressants, et par rapport à la staticité des œuvres qu'on a présentées dans notre espace à Amsterdam puis Bruxelles, dans une certaine mesure statique, parce que images 2D ou sculpture, etc., c'est que toutes ces expositions qui sont voilà, une sorte d'interrogation et recherche autour de l'œuvre comme vivante ou plus animée, quoi, ou exposition à vivre pour le spectateur. Le spectateur faisant souvent partie prenante des expositions, parce que tout est un peu changeant, donc en fonction de quand il arrive, c'est tout le temps une expérience différente. Tout ça, c'est des questions qui sont pour nous voilà, hyper importantes, quoi, dans ce truc aussi de transformer un peu l'expérience de ce qu'est une exposition en règle générale, et une réflexion sur comment montrer les choses, et voilà, dans ces œuvres qui sont souvent ces œuvres expositions, spectacles, qui sont souvent faites de très nombreux artistes, et tout l'effort en fait que ça nécessite, quoi, plus sur le modèle vraiment d'une compagnie de théâtre presque. Sauf que là, c'est pas des compagnies, c'est vraiment sur des moments des fois des expositions assez courtes du coup, parce que ça nécessite pas mal de moyens et d'efforts techniques. Mais voilà, c'est entre 1 semaine, et on a d'autres projets à venir qui sont sur des plus longues durées. Mais c'est d'autres lieux, d'autres budgets et tout, mais ça nous intéresse beaucoup, quoi. Et si vous avez, je sais pas, des questions. Allô. Du coup, en fait, c'est peut-être pas forcément super lié, mais je me demandais en fait, c'est quoi vraiment les enjeux, les changements vraiment que ça fait de travailler en tant que duo d'artistes, au lieu de individuellement, quoi. En quoi c'est différent en somme? Je sais pas, je suis désolé, j'ai pas trop bien entendu. Désolé. Ce que je me demandais, c'était donc c'est quoi en fait les enjeux les différences, voilà, de travailler en tant que duo d'artistes au lieu de individuellement. En quoi c'est différent, en quoi c'est voilà, sur votre expérience. Comment on l'a vécu, nous, tu veux dire, comment on le vit? Ouais, en gros. Ouais, les enjeux, ouais. Allez, de base, nous, ce qui nous a attiré dans le fait de travailler en duo, enfin, il y a différentes choses dont j'ai envie de parler, mais j'ai aussi envie de parler dans ce qui nous a attiré dans le fait de travailler à deux, c'était de complètement éclater un petit peu toute la construction qu'on s'était faite d'artistes individuels durant toutes nos études, où on a pendant 5 ans, plus le second master qu'on a fait, 6-7 ans, on a imaginé avoir une pratique solo, ou toute une réflexion autour de ce qu'allait être notre travail plus tard. Et en fait, à peine on a fini nos études, on s'est dit non, en fait, c'est pas vraiment ça qu'on veut, c'est travailler en communauté qui commence à 2, et surtout ne pas être artiste à l'atelier, attendre qu'on nous invite à faire des expos. Donc on s'est dit on change tout ça, et à travers tout ça,
on travaille en binôme. Et après, dans les enjeux aussi de ce que c'est au quotidien, enfin bon, nous, il y a énormément de choses qu'on a découvert du coup en se mettant à travailler à deux assez tardivement finalement sur l'association du travail et le côté humain en fait de cette aventure. Ouais, important, ouais. Ouais, Non, mais c'est ça, je crois. Enfin, tu le dis bien, quoi. Enfin, c'est ce truc qu'on nous apprend beaucoup en école d'art, pas essentiellement, parce que les écoles d'art, et enfin, bon, la société en général, sont un peu en miroir, mais ce truc de l'artiste héroïque, ou juste dans une forme d'individualisme, c'est quelque chose qui nous semblait intéressant à questionner, quoi, avec ce projet, avec ce fait de se rassembler, clairement, on a commencé donc à travailler ensemble à 23 ans. On en a un peu plus maintenant, mais c'est un truc méga humain. Enfin, on a méga grandi ensemble. On est un peu entre des frères, des méga potes, un couple. Enfin, les enjeux, c'est d'essayer de continuer à faire ça, à produire des choses intéressantes a priori et à réussir à travailler encore ensemble. Enfin, je sais pas, c'est plein de choses qui sont au-delà de juste être artiste, je pense aussi. Disons que contrairement à une pratique en solo, j'ai l'impression qu'il faut que plastiquement ça aille à deux, mais que humainement ça aille à deux. Donc il y a une double complication comme ça, mais en même temps il y a pour nous il y a énormément de confort dans le fait d'arriver à l'atelier et se retrouver entre nous et partager ces moments à deux, quoi. Puis en plus, on a un groupe de musique ensemble avec une autre personne, mais voilà, on a eu on a partagé donc carrément dans le squat un lit ensemble pendant 3 mois, puis la même chambre dans ce squat pendant un moment, puis à Bruxelles quasiment la même chambre dans la cave, et tout en faisant de la musique à côté. On aurait pu s'entretuer, je pense, mais en fait pas du tout. Non, ça fait 10 ans et tout, et c'est ça en fait, c'est qu'on travaille à deux, mais en plus on a eu un lieu où on invitait des gens, donc c'est pas juste le truc d'être en duo, c'est que notre projet il est ouvert en fait à justement grossir un peu les rangs et avoir un truc de communauté qui nous semble hyper important aujourd'hui en fait, parce que c'est trop bien de réussir à être artiste solo, et je l'espère pour tout le monde, mais nous c'est un peu ce qu'on voulait dire avec ce projet en fait aussi, Deborah Bowman, tu vois. Même si on se calque sur ce truc un peu compagnie, un peu les entrepreneurs artistes, il y a un truc critique là-dessus. C'est important pour nous en fait, à l'inverse, de défendre un truc de collectivité, de collectif, un peu de groupe, quoi. On peut avoir le nom du groupe, s'il vous plaît? Attention, tiens-toi bien. Ça s'appelle France Frites. D'où le truc sur l'ordi. Ouais. Alors c'est un groupe qui est plus vieux que Deborah Bowman, hein. C'est un groupe qui s'est vraiment construit le midi aux Beaux-Arts de Bordeaux, où on allait faire de la musique ensemble avec plein d'étudiants à chaque pause midi, quoi. Et en fait on s'est retrouvé avec un petit nombre de ces gens à Bruxelles un peu par hasard, et donc on a repris ce projet un peu tel qu'on l'avait laissé à Bordeaux. Et aujourd'hui, il existe encore. Voilà, c'est un projet assez expérimental, mais qui nous permet de mettre son cerveau dans un mode de réflexion diagonalement différent. Et donc on joue par terre, parce que c'est quand même plus sympa, souvent, et ça ressemble à ça. Bref. Bonjour. Je voulais savoir ce que, du coup, la place de... Enfin, il y a beaucoup d'humour dans votre travail, et en même temps, on voit que vous prenez les choses très au sérieux sur vos productions, et en même temps, c'est obligé. Vous diriez que ça vient d'un dégoût un peu du monde du travail ou de son ridicule? Ça viendrait de quoi, cet humour? Pour moi, enfin, je pense que l'humour, il est omniprésent dans l'art. Des fois, il est visible,
des fois il est plus invisible, il est masqué derrière des choses, mais je pense qu'en fait l'humour c'est remettre des choses qui font pas trop sens ensemble et créer du nouveau sens à partir d'un non-sens. Et en fait, ça pour moi c'est un des fonctionnements de base de l'art. Enfin, je le lis dans énormément de pratiques. Après, nous, notre humour, celui qu'on a créé ensemble, il est lié, je pense, à ce dont toi, Victor, tu parlais au début, du fait d'essayer de bien faire et mal faire en même temps, du fait de prendre des figures, donc de base des figures que avant d'être artiste, on voulait être artiste pour éviter d'être ces figures-là, en quelque sorte, pour fuir peut-être cette idée d'être des employés de bureau et de faire voilà, tout ce qui ne nous attirait pas dans la société dans laquelle on s'apprêtait à vivre. Et on s'est dit que justement, peut-être c'était intéressant d'aller travailler avec ces choses-là qui nous attirent pas, plutôt qu'à aller travailler avec des choses qui nous attirent. Et à partir de ça, venir distordre un petit peu ces figures pour les rendre tantôt poétiques parfois, tantôt comiques. Mais des fois, on est sérieux aussi. Enfin, c'est vraiment cette sorte de position un peu avec les deux pieds à la fois sur différents registres, comme ça, de sérieux, un peu pince sans rire, un peu de parodie, un peu de comique, et qui crée en fait, voilà, comme tu le disais, ces rencontres de choses qui sont pas l'habitude de se rencontrer, qui créent ces non-sens ou qui créent ce doute en fait, surtout dans la manière dont c'est reçu. Et ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes passé du squat à la galerie d'art? Dès le début, le squat, il s'est construit en tant que galerie d'art. Enfin, c'était tout le projet. En fait, on l'a, avant même de savoir où il aurait lieu, on l'avait pas mal écrit. Et d'ailleurs, on l'a écrit sous forme d'un business plan qu'on a fait pour un appel à projet qu'il y avait quand j'étais à Glasgow. Et c'est la première chose qu'on a fait en tant que duo, c'était performer ce business plan. Et pareil, là aussi, s'en saisir pour en faire une performance. Et du coup, dès le début, c'était assez clair que la tête qu'aurait le projet, avant même de savoir que ce serait dans un squat. Après, comme on disait tout à l'heure aussi, le fait que c'était un squat était finalement assez intéressant par rapport à l'esthétique. Enfin, et ça nous a même aidé à définir l'esthétique qu'on a mise en place dans ce projet, parce que c'est tellement aux antipodes aussi de ce qu'on imagine quand on pense à un squat que ça nous intéressait d'en faire un espace qui était quasiment une banque, quoi. Et après, quand même, le squat, on l'a ouvert donc avec des étudiants de l'école où j'étais, et on l'a ouvert parce que la ville d'Amsterdam est horriblement chère, parce que c'est hyper dur de se loger, qu'il y a des gens qui vont plus étudier parce que c'est trop nul. Et voilà, donc il y a eu, encore une fois, c'est pas un choix juste un squat, allons-y, mais voilà, il y a d'abord une vraie nécessité pratique et économique, et qui en effet a été le lieu justement propice pour ce projet Deborah Bowman, qui en fait sans ça aurait peut-être pas vu le jour. Donc c'est d'où l'importance au fait aussi des squats, quoi. Puis ça n'a jamais été vraiment une galerie d'art non plus. Enfin, c'était la forme que ça prenait la plupart du temps, mais des fois ça ressemblait donc plus à un parking à scooter ou un magasin de chaussures ou un espace abstrait où on savait réellement ce que c'était. Mais c'était plus un run space, mais qui prenait une forme. En fait, ça, finalement, c'était un artist run space, mais juste, on n'avait pas envie que ce soit l'esthétique de l'artist run space tel qu'il était un peu omniprésent autour de nous lorsqu'on a commencé. Ça répond. Hello. Comment vous gérez l'espèce de superposition de vos
personnage, les faux businessman et tout, la superposition de deux personnages, moi je vois comme ça un peu, et du vous, quoi, genre si jamais vous l'avez genre embrassé au fur et à mesure, quoi, ou alors si jamais vous faites quand même des fois des distinctions entre vous et votre rôle, quoi, parce que vous pétez pas mal de frontières, quoi, entre le magasin, la galerie, votre lieu d'intimité, tout ça. Du coup, je voulais savoir comment ça se passait plus personnellement, quoi. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en effet, on a physiquement, concrètement, on a ces costumes qui séparent un peu, les différentes entités. Mais au final, même ces personnages avec ces costumes, ils sont, comme tu l'as dit, faits de différents personnages, quoi. En fait, c'est un peu une fusion d'un entrepreneur, d'un connard, de différents types de connards, et tous un peu d'un monde capitaliste, mais pas essentiellement. C'est aussi des gens, nos personnages sont aussi des gens un peu maladroits, qui veulent bien faire mais qui sont pas très bons. Enfin, au final, ils sont ok. On peut porter ces costumes en étant un peu tranquille. On n'est pas dans un rôle où on n'est pas nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on fait partie aussi de ces Amaury et moi-même. On fait partie de ces deux entités, Deborah Bowman, sans devoir se mettre dans un truc inconfortable, horrible. Des fois, on se sent un peu bizarre quand on marche dans la rue avec ça, c'est sûr. Mais en règle générale, ça va. Il n'y a pas de problème schizophrénique majeur. Ok, merci. C'est trop beau votre amitié, trop stylé. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut, Jules. Ça va bien? Du coup, ma question, c'est qui Déborah et c'est qui Bowman? Ça, il n'y a pas, en fait, c'est une question qu'on nous pose plus que tu ne le penses. Ceci dit, par rapport à cette question, c'est vrai que pour nous, c'est plus un nom qui est perdu entre une personne morale et une personne physique. De la même manière que le projet se construit entre un espace d'exposition et une identité artistique. Deborah Bowman n'a jamais été personnifiée en fait dans nos projets. L'idée est vraiment d'avoir un nom qui nous semblait le plus générique possible justement pour l'aborder plus comme un nom de marque, une sorte de motif, quelque chose qui soit un peu inquestionnable et à la fois qu'on vient adopter de temps en temps. Qu'on vient d'adopter, mais où il n'est vraiment pas clair. En fait, il y a vraiment cette question souvent du flou et de l'incertitude dans nos projets qu'on a peu abordé, mais en fait qui est hyper importante, même dans les expositions, lorsqu'on montre les images, il n'est jamais très clair ce qu'on a fait nous, ce que les artistes qu'on a invités ont fait. Il y a une vraie question autour du flou, et donc c'est ça, Deborah Bowman à la base. C'est entre quelqu'un de physique et une personnalité morale. Moi, je suis Bowman. Ouais. Ce que je me disais. Mais tu savais déjà. Merci. Bon, je m'en doutais, Jules a volé ma question. Mais j'ai une question. Je voulais savoir d'où venait la typo que vous aviez choisie pour justement l'entité que vous avez créée, et si vous aviez fait des collabs avec d'autres artistes, ou si ça venait de vous. La typo en elle-même, c'est nous qui l'avons fait. Enfin, ça s'appelle du shruti. C'est une sorte de faux Helvetica qui fond comme ça, donc qui, en quelque sorte, vient un peu se décomposer comme une marque qui ne tiendrait pas très bien. Font, ouais. Par contre, ceci dit, on a collaboré avec une designeuse graphique qui a fait partie de toutes nos expositions dans notre programme Amsterdam. Émilie Ferrat. Émilie Ferrat, ouais. Et Super donc là aussi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça faisait partie du fait qu'on voulait
travaillait autour de tous les éléments propres au fait de tenir un lieu. Et donc on sortait toujours notre poster d'exposition en collaboration avec Émilie Ferrat. Et on le sortait toujours trop tard parce qu'on le sortait que lors de l'exposition, dans le lieu d'exposition, et jamais en amont. Donc il ratait un petit peu son côté annonciateur. Et il existait par contre vraiment en tant que poster œuvre d'art, en quelque sorte, avec tout le temps des matérialités différentes. Donc l'esthétique graphique, on l'a pas mal développée en collaboration avec Émilie Ferrat. Au départ, et après on s'est retrouvé à faire nous-mêmes les visuels, toute la communication, etc. Ouais. D'autres questions, Clara? Bonsoir. Bonsoir. Et je serais curieuse de peut-être vous entendre sur dans votre processus de travail, votre rapport à l'image, aux images, parce que vous avez la sculpture, c'est votre pratique, c'est très important. Il y a une dimension fictionnelle, performative, mais dans vos différents travaux, que ce soit comme artiste ou comme scénographe ou commissaire d'exposition, on sent quand même un intérêt, mais qu'on retrouve aussi dans toute la façon très capitalistique de fonctionner avec le visuel, d'être dans une attention portée aux images, ou qu'est-ce qui fait image. Et à quel moment, peut-être je suis complètement à côté, mais si ma première piste vous semble valable, dans votre processus de travail, à quel moment ça intervient? Est-ce que vous avez, par exemple, des banques d'images incroyables avec des tas de situations? Je ne sais pas, sur un meuble, par exemple, il y a un petit coussin écossais qui, par exemple, est un geste bien particulier sur un type de bois acajou, de poser ce geste-là, ou ce type de bleu pour tel rideau, où c'est pris dans une histoire des images et des représentations, très liées aussi à des savoir-faire de designers, de modistes, de graphistes, etc. Et à quel moment dans votre processus de travail ça intervient? Est-ce que vous avez des sortes de banques d'images incroyables dans lesquelles vous puisez, ou vous avez plutôt une idée et ensuite vous allez aller enquêter autour des différentes façons de mettre en scène ça, de créer des situations visuelles et spatiales à partir de ça? Je crois que ça revient un peu avec ce que disait Amaury au départ, c'est que dès la création du projet, enfin de notre duo, il y a ce truc de prendre en compte toutes les dimensions, tous les paramètres d'un projet, d'une idée, de quelque chose, quoi. Et notamment dans ce que tu demandes, je crois qu'il y a en fait peut-être des périodes historiques ou des domaines qui nous intéressent beaucoup et dans lesquels on a pas mal de connaissances ou d'expériences. Et notamment ces petits coussins écossais sur ce meuble en bois, c'est vrai que c'est parce que tu parlais de ça. Par exemple, il y en a plein d'autres. Mais il y a en fait, en effet, il y a un peu de recherche de base, mais il y a aussi, au début d'un projet, d'une exposition, il y a vraiment comment rendre cette situation ou ce moment crédible, quoi. Ce truc de crédibilité, enfin, c'est vraiment entre de la réflexion de scénographe, de metteur en scène, machin, et de venir rendre l'expérience de ce moment juste crédible, quoi, et avant tout pour nous, quoi, mais pour le spectateur, quoi. Et les différentes expositions qu'on a eues à Bruxelles avec cette grande vitrine et tout ça, et chacune des expositions, soit en invitant d'autres personnes, soit nous en étant plus dans des expositions solo, c'est comment créer un peu un truc qui marche vachement, quoi, qui est fort en termes d'image, en termes d'expérience. Oui, mais ceci dit, je pense, par rapport à ta question, je pense qu'on travaille beaucoup moins avec une banque d'images et des images en tant que matériaux que ta question le suggère. En tant qu'on travaille de manière assez instinctive et vraiment, pour le coup, pas mal comme un sculpteur au sens traditionnel, vraiment un peu dans la matière, avec assez peu, enfin, contrairement à un studio de graphisme ou la manière dont fonctionnent d'autres corps de métier dans la création. On travaille assez peu avec des images à la base. Par contre, on produit des images, on s'y intéresse quand même pas mal. C'est un peu annexe à ta question,
Mais dans la production, dans la documentation, par exemple, de nos expositions, on aime bien que le statut aussi un petit peu entre documentation, photos de magazines, et donc il y a un jeu autour de l'image dans ce qu'on produit. Mais en tant qu'outil, on n'a pas vraiment ce truc de travailler avec des banques d'images qu'on vient piocher. C'est beaucoup plus instinctif que ça. On est beaucoup plus dans la matière et dans l'imagination, je pense. En tout cas, très associatif en fait de sculpture, quoi. Et, mais en effet, j'avais pas du coup trop bien compris ta question dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un truc très intuitif. Oui, dans la vie de tous les jours, le travail ou le non-travail, vous voyez des choses, vous accumulez, il y a des sortes de strates qui se... Mais vous consommez par exemple pas mal des magazines ou des... pas plus que ça. Non. C'est des choses que vous attrapez dans la rue, une publicité comme si... Un petit peu. On est une petite collection de vitrines de magasins en photographie, de slogans de magasins, de pas mal de collections d'images, mais pas forcément trop d'autres artistes en fait. C'est plutôt des collections d'images du réel, quoi. Ouais, on a une banque d'images personnelles tout de même quand même qu'on fait sans même réfléchir et un certain nombre d'images mentales aussi. Mais on travaille pas vraiment à partir de magazines ou de collections d'images qu'on aurait glanées. Ça on le fait pas vraiment. Beaucoup de cinéma quand même. Oui. De films. Ouais. Et je comprends qu'on puisse l'imaginer. Ceci dit. Je ne suis pas étonnée non plus par votre réponse. C'est une autre façon de fonctionner, mais qui fait que votre processus de travail se différencie aussi clairement, pour le coup, d'un designer qui est dans son processus de designer, de scénographe ou de graphiste, où il y a peut-être une méthodologie plus claire, là où vous, dès le départ, en fait, au début du projet, il y a un jeu J-E-U, mais peut-être aussi... J-E-S, non, qui vient, en tout cas il n'y a pas une méthodologie claire qui est clairement définie ou qui se veut un peu documentaire. Non. Un truc assez libre en fait, qui est important pour nous, quoi. Mais c'est vrai que pour vous avoir vu taffer, on ne voit pas trop là forcément dans ce que vous avez montré, parce que vous montrez des trucs vachement finis et pas trop les moments d'atelier par rapport à ce qu'elle demandait Clara et tout. Moi j'ai l'impression que vous êtes surtout des bosseurs sur machine et tout, en mode toujours avec des machines à vous avoir vu travailler, alors qu'on dirait pas en fait dans le rendu, pas parce que on voit pas le côté sculptural, mais qu'on voit un truc très propre de ce que vous voulez montrer et que du coup on s'imagine pas l'artiste derrière dans l'atelier, en plus à vous voir en costard et tout, alors que en fait derrière il y a un méga taf surtout d'atelier et de machinerie et de sculpture et de travail de main en fait, et presque d'artisan, mais et qu'on le voit pas du tout, et en fait on n'arrive pas à s'y projeter. Je pense que c'est tellement parfait presque en fait ce que vous voulez montrer par rapport à l'esthétique du coup que vous avez mis en place petit à petit, et tout ce que ça veut dire et tout ce que ça critique, mais du coup je sais pas, on arrive, quand on vous voit la première fois on se dit pas putain on les voit dans l'atelier en costard, quoi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Clara pensait plus à un truc genre d'image, et en fait à vous voir taffer c'est vraiment genre du truc méga technicien, quoi, de la main, quoi, d'artisanat. Là, c'était juste une remarque, pas une question. Encore une question. Plus de questions. Question. Eh ben, merci beaucoup et bonne continuation avec Merci les beaucoup. étudiants. Merci à vous.